Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, nous allons tout simplement évoquer le tout premier long métrage en solitaire de Monsieur Francis Ford Coppola, 9 ans avant Le Parrain, et je pense pas avoir vu les films justement sortis avant cette grande œuvre. Eh bien il a commencé là, tout seul, presque, parce qu'il coécrit le scénario, avec Dementia 13, titre étrange. Alors Dementia c'était à la base prévu ainsi, mais 13 parce qu'il y avait un autre film Dementia avant et on a mis 13 pour des raisons commerciales probablement, nom qui porte malheur peut-être. Il l'a coécrit avec Jack Hill, qui est un monsieur qui a beaucoup travaillé dans des séries B d'époque et qui a co-réalisé avec Coppola, Jack Nicholson, Monty Hellman et un certain Roger Corman un film sorti la même année qui s'appelle The Terror ou L'Halluciné. Alors ça a l'air d'être un objet assez étrange à découvrir parce que autant de grands noms associés, voilà. Un métrage dont je n'ai jamais parlé en plus, et entendu parler, et jamais parlé fatalement. Voilà, je me mélange parce qu'en 63, donc tout ça c'est la même année, Coppola avait aussi travaillé sur un film de Corman, Deuil sur le circuit de Young Racers, où il était réalisateur de la seconde équipe. Ça fait beaucoup de choses, alors c'était très rapidement produit à l'époque, 2-3 films, voire 4 films par an parfois, et Coppola ici donc propose une œuvre entre thriller et horreur, un peu étrange sur le papier, qui est dans la lignée de ce que Hitchcock pouvait faire, forcément aussi à l'époque, et d'autres travaux très Edgar Allan Poe-esque de Roger Corman. On est dans cette idée-là. Au casting, dans les rôles principaux, nous avons William Campbell et Luana Andrews, mais il y a aussi Patrick McGee, qui joue le médecin de famille, là, qui va intervenir. Ouais, très poesque, disais-je. C'est intéressant parce que plus tard, dans sa carrière, Coppola continuera à invoquer Edgar Allan Poe plus ou moins directement. On va penser évidemment à Dracula et des visuels, mais à ce film dont on ne parle que trop peu et qui est vraiment très bien, Twixt, qui va littéralement nous avancer dans une sorte de univers à ce grand auteur américain horrifique qui a beaucoup inspiré aussi et qui a même lancé le domaine policier. Et là, donc c'est très resserré, 1h15-20 à peu près, et on va y suivre quelque chose d'étrange, parce qu'il y a presque deux intrigues qui se rejoignent plus ou moins habilement, le scénario étant un prétexte, surtout pour Coppola, de se faire la main visuellement. On va suivre donc une femme qui s'appelle Louise, qui est mariée à un monsieur, et on sent une dispute matrimoniale très forte dès le début, qui va culminer lors d'une balade nocturne en bateau. Ça n'a absolument aucun sens. Voilà. Vous allez vous balader comme ça au milieu de nulle part, de nuit, et avoir une discussion tendue sur l'héritage. Oh, vous le sentez venir le truc? Même pas, en fait. En évoquant cela, ça énerve donc l'époux qui va avoir une crise cardiaque et mourir. Alors c'est malheureux, entre guillemets, pour la femme, parce que s'il meurt là, elle ne pourra pas hériter. Il y a une histoire de mère. Et elle se fait avoir à son presque propre jeu, parce qu'on sent que Louise, donc l'épouse, en veut à l'argent de son mari. Bon, femme vénale, un des tropes de l'époque, ou même d'avant. Et elle va se débarrasser du corps, donc, mais sans regret, sans remords, si ce n'est pour le pognon, de son mari, qu'elle va balancer à la flotte. La mort dans l'eau, c'est une des thématiques du film. Et Louise va donc vers la famille de son époux, la famille Halloran, quelque part, dans un château ancestral, bien sûr. Forcément, au côté Edgar Allan Poe, bien sûr. Bien sûr. Je pense que c'est pas en Irlande, enfin on parle d'Irlande à un moment, ça a été tourné en Irlande. Est-ce que le château est en Irlande ou... Bon, bref, peu importe, j'ai un gros doute là-dessus, mais en tout cas, c'est là-bas que l'intrigue va partir ailleurs. Parce que Louise, elle prétend que son mari n'est plus là, mais pas mort, genre parti en voyage d'affaires. Elle veut se rapprocher notamment de la belle-mère, afin peut-être de récupérer quelque chose en termes de futur héritage, quand on apprendra qu'il n'est plus là. C'est un peu tiré par les cheveux. Sauf que sur place, Louise, elle va être embarquée malgré elle, non pas sur le bateau nocturne du début, mais sur une malédiction familiale. Ou pas. Un deuil qui n'arrive pas à se faire, puisque l'une des sœurs de son mari est décédée très jeune, 7 ans auparavant. Et donc la matriarche ne peut en faire son deuil. Il y a tout ce motif, le tableau qui est là. Bon, vous avez compris que ça allait être très Edgar Allan Poe. Et chaque année, un rituel cérémonial pour se rappeler. Et à chaque fois, la mère s'évanouit. Oh là là. Et Louise va jouer sur cette faiblesse
en faisant remonter à la surface des artefacts qui appartenaient à la petite, hein, parce qu'elle est morte jeune, parce qu'elle est morte dans l'eau, comme son mari. Hein. Du coup, là, c'est comme ça, c'est dans la tradition familiale à Lorraine, vous avez l'eau et la mort. Sauf que Louise, dans ce style-là, va peut-être ne pas obtenir ce qu'elle veut. Ça va être plus compliqué. Intervient le médecin de famille qui va gérer peut-être une forme de folie ou non là-dedans. Alors, rajoutez à cela deux frères, les beaux-frères de l'épouse, ou les deux frères de la jeune fille décédée. D'un côté, Richard, qui va se marier à une autre femme, blonde. Il n'y a que des femmes blondes hein, dans le film. Vous comprenez pourquoi. J'expliquerai après au cas où. Et le jeune Billy, qui a des flashbacks d'enfance avec sa sœur décédée. Hein, c'est un peu pompier tout ça. Bon, alors oui, des femmes blondes. Hein. Vous avez pensé à Hitchcock. C'est très Hitchcockien. Il y a un petit côté quasi hypnotique, un moment sur la psychologie, on pourrait penser à Spellbound, la maison du Dr Edwards, mais surtout Psychose, mais Psychose inversée, là. Hein. C'est plus la hantise d'une mère, mais plutôt d'une fille. Et on va jouer avec la flotte. Dès le générique, hein, les corps dans l'eau, on comprend, on fait un parallèle entre le mari qui meurt au début et potentiellement la fille qui est décédée. Pas dans le même lac, mais dans des circonstances qui ne sont pas non plus les mêmes en soi. Hein. Accident, crise cardiaque, envie de meurtre, beaucoup de choses, on ne sait plus, on ne sait pas. Alors, ce qui est très intéressant dans le film, c'est que bon, l'intrigue, les twists et tout, c'est vraiment pas passionnant en soi. Hein. Par contre, visuellement et thématiquement, c'est intéressant de voir comment Coppola développe un film qu'il maîtrise, dans un sens où il l'écrit et il le réalise. Et on voit la naissance de ce qui sera un grand cinéaste. C'est très imparfait sur pas mal de points, c'est un peu rushé en fait, et t'as un peu l'impression que ce qui se passe au début, ce prétexte-là pour amener donc la femme vénale vers la famille de son mari, c'est un petit peu téléphoné, mais derrière, par contre, ce qui se passe là-bas, et j'arrive plus à me rappeler si c'est en Irlande ou aux États-Unis de descendance irlandaise, ça m'énerve un peu, parce que c'est dit au début, mais bon, voilà, hein, des fois on zappe des choses quand on rentre dans un film aussi. Mais on sent qu'après, une fois que l'atmosphère se met en place, c'est très bien, sur pas mal de points, notamment évidemment ce noir et blanc d'époque, de budget, hein, parce qu'il y en a eu des films en couleur avant, mais là, dû au budget, on s'en sert aussi. Cette photographie qui gère bien cela, et Coppola qui s'en sort fort habilement, dans des effets qui parfois donc sont un peu trop directs et téléphonés, mais il y a toute une imagerie qui va être passionnante dans cette idée de folie, de culpabilité, de meurtre évidemment, mystérieux aussi, parce qu'il y a une sorte de tueur qui apparaît là, à un moment, ou de tueuse, hein, je n'en dis pas plus, et donc des petits trucs avec, voilà, à base de diadèmes, d'artefacts qui a appartenu à la petite fille avant, on croit voir la fille dans la flotte, on sait pas trop, il y a une histoire de poupée de cire aussi, c'est très malsain, et la mère qui ne peut pas, évidemment, se défaire de cela, mais elle n'est pas la seule à ne pas pouvoir se défaire, et Louise, prise à son propre jeu, à son propre piège, peut-être. Ah voilà, après ça se développe, ça avance. C'est peut-être trop court parce que pas assez de développement, mais bon, c'est à l'os quand même. Mais on voit comment Coppola installera aussi son univers après, avec ses obsessions-là, sur le temps qui n'efface pas le deuil. Ça, c'est passionnant, ça. Parce que, par exemple, Twixt, tiens, on en parlera, il l'avait dédié à son fils mort, je crois. Enfin, non, il avait dédié un autre film à son fils mort, mais c'était Tétro, hein, il me semble, hein, ou Trucker. Hein. Je ne sais Tucker, je sais plus. Bon, bref. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Twixt, il y avait quelque chose sur ce plan-là, sur cette culpabilité poesque aussi, et sur le temps, qui se diffuse ou non. Et le temps, c'est l'une des grandes obsessions du cinéma de Coppola, jusqu'à son dernier date, Megalopolis. Donc, en soi, et puis la famille, évidemment. Alors là, les histoires de famille, malédiction, non, machination ou pas, évidemment. Hein. Après, il y aura autre chose autrement avec le parrain, mais pas que. Pas que. Et cette idée de paranoïa aussi, on ne sait pas trop, qu'il développera dans d'autres univers, notamment Conversation secrète, un de ses grands longs métrages. Donc finalement, il y a déjà une cohérence dans ce qui l'intéresse et dans ce qu'il veut traiter derrière la caméra. Donc c'est un film qu'il faut voir pour ça. Et si vous aimez aussi hein, ces films un peu série B de Roger Corman à l'époque, il y en a tellement, j'en ai pas vu beaucoup. Hein. J'ai vu The Intruder, qui est au-delà de la série B, on en avait parlé avec l'ami Thierry de Pinsant, mais qui était beaucoup psychologiquement politique surtout. Là, voilà, ça a ses limites, et puis bon, finalement, actrice-acteur là-dedans donnent ce qu'ils peuvent donner. Oh, on a la présence charismatique de Patrick McGee, qui vraiment là arrive en médecin familial, en regard un peu bienveillant ou pas,
ça peut être mystérieux aussi, mais qui résout ou pas certaines choses un peu trop vite, d'une certaine manière. Allez, spoiler vite fait quand même, quand même hein, là-dessus pour en discuter au moins vite fait. Bon, il s'avère que c'est le plus jeune fils, Billy, qui est apparemment devenu fou, de culpabilité, c'est pour ça qu'on a des flashbacks, c'est un peu trop direct, quoi, c'est facile à voir, qu'il aurait été à la cause de la mort de sa sœur, et derrière, bah, comme il voudrait posséder encore ce souvenir, ou n'arrive pas à transcender ce deuil, comme sa mère en fait, mais autrement, avec cette poupée de cire et tout, là, aussi, pour se donner bonne conscience, il va tuer Louise, hein, voilà, notre chère Louise, bien mal acquis, profite jamais, elle veut voler l'argent de la famille, elle va s'artruciner. Bon, mais voilà, la blondeur hein, de ces trois femmes principales du film, y compris la morte, du début, enfin la petite, c'est Hitchcockien à mort, on sent même, je me demande même si elles n'ont pas été en mode ou perruque ou teinture de cheveux là, ou castées en tant que telles, pour vraiment faire Hitchcockien. Bon, Billy qui devient fou, le côté un petit peu hypnose de Patrick Magee, donc le médecin à base de comptines familiales, tout ça tu sens que tu l'as vu et revu, ou que tu le reverras par la suite. C'est des tropes en fait, mais bon, arrivé au bout, c'est pas très passionnant dans la résolution. Si ce n'est le dernier coup de hache du médecin qui récupère donc l'arme du crime potentiel du jeune Billy, qui est mort, et qui détruit la poupée. Voilà, il faut passer outre. Il faut maintenant aller de l'avant. C'est compliqué. Bon, comme quoi, garder des souvenirs, parfois, n'est pas forcément une bonne chose, surtout quand il y a une culpabilité derrière. C'est un peu le message du film, si messagier. Mais au moins, bon, on a une finalité. Oui, c'est vrai que c'est très... On sent que c'est un peu rushé, quand même, dans l'écriture. Mais bon, Coppola, c'est surtout qu'il est arrivé avec une sorte de squelette, là, d'intention scénaristique pour faire quelque chose qu'il sublime un peu, dans ce qui est assez médiocre sur le papier, qu'il sublime d'une certaine manière, déjà dans ce qu'il pose, dans les jalons de son art. Je ferme la zone spoiler. Donc Dementia 13, une sorte de folie familiale, de deuil, de malédiction et ou de culpabilité. Je dis oui, mais évidemment, Coppola fera bien mieux par la suite, c'est pas grave. C'est ici l'embryon de ce qu'il va tenter plus tard. Autrement, bien sûr, mais même dans le domaine horrifico-gothique, parce qu'on peut parler ici d'influence gothique, expressionnisme un peu gothique quand même, hein, sur certaines situations formelles, oui, il y reviendra. C'est évident hein, de re-mentionner Dracula, mais pas que. Je réinsiste sur ce point, voyez Twixt. Voilà, j'ai fait des vidéos sur pas mal de Coppola avant la sortie de Megalopolis, Twixt en fait partie. Donc Tétro aussi, hein. Tétro, il y avait quelque chose, je pense, à creuser, aussi sur la malédiction familiale, ou une forme de culpabilité peut-être. Hein. En tout cas, voilà, mais en plus Coppola, bon, la famille, l'obsession, avant même que sa famille à lui soit son obsession et qu'il vive certains drames. Donc c'est un peu le destin d'un cinéaste aussi, d'un homme. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, bien évidemment, et prenez le temps, c'est le cas de le dire avec Coppola, de me laisser un petit commentaire à ce sujet. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.